Bien. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on reprenne cet après-midi. Donc, je commence par me présenter déjà. Je suis Ori Yamada. Je travaille à l'ANSES. Je dirige la mission de phytopharmacovigilance. Et donc, j'ai le plaisir et l'honneur de modérer cette troisième session, descendre au plus près des expositions aux substances. Et je vais donc tout de suite inviter Florian Koubida et Étienne Kivé à la tribune pour la première intervention de cette troisième session. Donc, vous avez 20 minutes, hein, comme tous les autres intervenants. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, on va faire une présentation aussi à deux voix avec Florian pour l'INERIS et moi-même pour le laboratoire de chimie de l'environnement d'Aix-Marseille Université. On va représenter aussi des collègues qui ont participé au projet, notamment beaucoup de laboratoires de l'INRAE. Il y a Enrique qui est présent sur place, mais il y a beaucoup de laboratoires de l'INRAE qui ont participé à ce projet. Et l'ASCA, donc l'association agréée de surveillance de qualité de l'air locale, puisqu'on a travaillé d'abord dans un contexte régional avant de passer au national, donc Atmosud. Il me semble que j'ai vu Alexandre Armingo aussi connecté ce matin. Donc on va parler aujourd'hui de modélisation, enfin cet après-midi de modélisation des concentrations atmosphériques de pesticides développées avec le modèle Chimère. Donc on a essayé de faire un développement sur le modèle qui s'appellera donc Chimère pesticide par la suite. Donc le contexte, on en a bien sûr parlé ce matin, la contamination de l'air par les produits phytopharmaceutiques est bien sûr avérée. Alors dans ce qui concerne le compartiment air, c'est vrai que c'est ressorti parmi les campagnes de mesures qui ont été effectuées par les ASCA depuis une vingtaine d'années, mais ce sont des mesures ponctuelles à la bonne volonté surtout des ASCA quand elles pouvaient le faire. Donc d'ailleurs, ces données sont regroupées sur la base de données Phytatmo, qui est disponible pour tout un chacun. Et puis plus récemment, par la campagne nationale exploratoire des pesticides, donc là aussi qui a fait intervenir les ASCA en collaboration avec l'ANSES et l'INERIS. Donc on l'a dit aussi que la contribution de l'activité agricole, bien sûr, ne fait aucun doute, même si ce n'est pas la seule. Et dans l'atmosphère, donc il n'y a pas d'obligation de mesure. Actuellement, il n'y a pas de limite de qualité, notamment dans l'air aussi. Donc ces niveaux de contamination vont dépendre d'un ensemble de processus, que ce soit des processus au niveau de l'émission, enfin des émissions pendant le traitement, en post-application, en termes de puits, les dépôts secs, humides, mais aussi la dégradation photochimique, qu'elle soit directe ou indirecte, et le transport. Donc l'idée du projet qui nous intéresse ici était de constater qu'on avait une absence d'outils de modélisation qui intégraient ces différents processus. Et donc l'idée, ça a été de les agréger dans Chimère. Donc le projet COPER, puisque ici c'est le projet COPER, visait à intégrer. Oui, c'est reparti. Excusez-moi, en plus j'ai la voix un peu prise alors, je suis désolé. Donc d'intégrer ces connaissances sur le devenir des pesticides dans l'atmosphère, donc comme je vous disais, dans le modèle de qualité de l'air Chimère. Donc on a testé ça dans un premier temps sur une région, sur la région PACA, et puis on a ouvert ça un petit peu au niveau national. Donc les objectifs initiaux était de simuler la contamination de l'atmosphère par les pesticides en lien avec les pratiques agricoles à une échelle régionale, et ensuite d'aider à déterminer les conséquences en termes d'exposition à la population générale, c'est un outil ici, d'interpréter les données ponctuelles et locales qui sont issues des données des ASCA, et d'aider à optimiser les protocoles d'échantillonnage. Donc, pour mettre en place tout ça, on a essayé d'associer, d'agréger différentes compétences scientifiques et techniques. Alors, 6 partenaires initiaux, mais en fait, est venu se greffer au fur et à mesure pas mal d'autres partenaires, autour d'axes d'agroéquipement, pour tout ce qui est matériel utilisé, et puis les pratiques d'utilisation.
d'axes sur l'agronomie, pour tout ce qui est pratique de protection des cultures, chimie, puisqu'il faut connaître aussi le devenir des composés dans l'atmosphère, la biophysique pour les échanges sol, végétation, atmosphère, la modélisation, bien sûr, puisque c'est le cœur ici du développement de l'outil, mais aussi la métrologie, puisqu'il faut aller faire des mesures sur le terrain pour contraindre et voir si finalement le modèle nous donne des données satisfaisantes. Alors, ce travail a été développé actuellement sur 2 substances actives. Le S-métolachlore, donc qui est un herbicide parce qu'il représentait une volatilisation, en fait, il est représentatif d'une volatilisation à partir d'un sol nu, et le Folpel, donc c'est un fongicide, puisque lui, il était représentatif d'une volatilisation à partir d'un couvert foliaire. Donc je vous disais aussi que les zones d'études, ça a d'abord été la région Sud-PACA, puisqu'on a eu pas mal, on a eu pendant 6 ou 7 ans des mesures ponctuelles sur jusqu'à 8 sites différents. Donc une bonne base de données. Et puis après, ça a été étendu à la France en utilisant notamment la base de données Fitatmo. Et puis, bien sûr, en utilisant aussi les données de différents partenariats locaux, comme les chambres d'agriculture, que ce soit la chambre d'agriculture régionale, mais aussi les départementales. Et puis, vous allez le voir aussi, les collègues d'autres laboratoires de l'INERIS, de l'INRAE, d'AgroParisTech. Donc, je vais d'abord laisser présenter le chimère dans... Donc chimère, c'est un modèle de ce qu'on appelle un modèle de qualité de l'air. Ce sont des modèles qu'on dit déterministes, c'est-à-dire qu'on essaye de représenter l'ensemble des processus physico-chimiques qui peuvent avoir lieu dans l'atmosphère et les représenter sous forme d'équations et pour simuler les concentrations des polluants. Donc, ce n'est pas du tout un modèle statistique où on essaye de reproduire statistiquement une concentration. On essaye de prédire en quelque sorte la concentration. Donc, c'est un modèle qu'on appelle un modèle eulérien, c'est-à-dire où il y a, on va recouvrir, donc là, il y a un exemple, c'est la Terre, ça peut être un domaine plus petit, où on va décomposer le domaine en mailles. Sur chacune des mailles, donc on va transporter les concentrations d'une maille à l'autre pour simuler le transport atmosphérique. Pour ça, c'est un modèle qui utilise plusieurs types de données. Tout d'abord, tout ce qui est les émissions, donc ce qui est émis dans l'air, donc qu'il soit aussi bien des émissions anthropiques que des émissions d'origine naturelle. On prend en compte des champs météorologiques qui nous viennent de modèles climato. Donc, ça peut être. Donc, souvent, nous, on travaille avec la météorologie du Centre européen. Ça peut être des données Météo France. Ça peut être des données d'autres types de modèles. Et on utilise ce qu'on appelle des conditions limites, c'est-à-dire des concentrations au bord de notre domaine qui vont venir des modèles globaux. Donc, sur chacune des mailles du modèle, on va résoudre certains processus. Donc, c'est notamment donc le transport dû au vent, le mélange vertical, comment sous l'effet de la turbulence atmosphérique, les polluants vont se mélanger verticalement. Et on va résoudre certains processus chimiques, notamment tout ce qui est photochimique de réactivité due à la lumière, et puis certains processus comme la formation d'aérosols. Donc ici, c'est un exemple de cartographie qu'on a pu faire qui est sur l'hémisphère nord, où vous voyez donc les concentrations de PM2,5 d'origine anthropique. Pour utiliser un tel modèle, donc c'est un modèle qui est très coûteux en temps de calcul. Donc, ce n'est pas un modèle que vous pouvez télécharger simplement et utiliser, faire tourner sur votre propre ordinateur. Il faut un supercalculateur. Et donc, nous, on travaille beaucoup avec les supercalculateurs du CEA, où donc, vous avez un exemple ici, où par exemple, pour simuler une année de concentration avec chimère, typiquement, c'est plusieurs jours de calcul avec quelques centaines de processeurs.
Donc, du coup, à l'INERIS, on utilise typiquement Chimère pour simuler des concentrations, soit à l'échelle de la France, soit à l'échelle de l'Europe. Et selon le domaine qu'on utilise, on a des résolutions qui peuvent entre quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Et du coup, c'est un modèle qu'il faut bien comprendre, c'est un modèle où on ne va pas chercher à évaluer l'exposition des riverains. C'est un modèle où on va simuler le transport régional des polluants et donc plutôt essayer d'évaluer des concentrations au niveau régional et qui peuvent représenter plutôt une exposition à la qualité de l'air de l'ensemble de la population et non pas des riverains. Donc dans un premier temps, avant de passer à l'outil Chimère à proprement parler, il faut faire rentrer certaines données, notamment des données de distribution spatiale et temporelle des différentes applications. Alors pour ça, on a renseigné de deux façons l'information au niveau des utilisations des composés sélectionnés. Alors il y en avait eu plus de sélectionnés, en fait le travail a été fait sur plus de molécules que ça. 2 seuls ont été modélisés à la fin. Donc il fallait connaître le type de matériel utilisé, les pratiques d'utilisation sur les principales cultures de la région visée, les fenêtres d'application aussi. Donc on découpait une journée et puis on allait interroger, et les principales formulations commerciales utilisées. Donc ça, c'est des enquêtes à dire d'experts. Donc là, je vous disais, en s'appuyant beaucoup sur les chambres d'agriculture qui nous ont beaucoup aidés. Au niveau des filières et des pratiques culturales. Donc là, je vous mettais un exemple, 44 conseillers ont répondu sur, je crois qu'on avait contacté 80 conseillers. Et là, donc on ressortait des fiches techniques en fait. Donc vous avez un exemple ici pour le S-métolachlore, elle n'est pas complète ici, mais on pouvait retrouver, c'est très résumé ici, bien sûr, les usages, les principales formulations commerciales avec la quantité de substances actives utilisées en grammage hectare, les périodes d'utilisation qu'on peut quand même comparer, vous voyez en bas à droite, à des mesures qui ont été faites sur le terrain en PACA. Donc on voit par exemple qu'ici, ce qui ressortait des discussions avec les utilisateurs, c'est qu'ils pratiquaient l'épandage du S-métolachlore entre mi-avril et mi-mai. Et on voit que les données sur PACA, donc je vous disais, il y avait 8 sites différents. Donc on retrouve bien ce avril-mai, mais on voit qu'il y a quand même aussi des mesures qui sont faites après. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. J'ai pas mis ici, mais je vous disais, on parlait aussi des fenêtres d'application. Donc tout bêtement, est-ce que vous allez épandre entre 5h et 8h du matin, entre 8h et midi, et ainsi de suite. La deuxième chose qui a été très précieuse pour la spatialisation et la temporalisation des applications, c'est l'utilisation de la BNVD, cette fois spatialisée. Donc on a entendu ce terme ce matin, pardon. Donc c'est pour accéder donc à la Banque nationale des ventes distributeurs qui sont d'abord associés à une commune. Là, en fait, elles sont reconstruites, on va dire, par ILO pour les spatialiser en termes de quantité. Donc ça a été quand même retraité par la suite pour les besoins de la simulation. Donc là, je crois que c'est pareil, on avait Thomas Poméon ce matin qui était connecté, donc qui gère la BNVDS pour son utilisation. Je vais repasser. Question pour essayer d'estimer temporellement et spatialement comment se distribuent ces applications et comment on va répartir ces applications sur le sol, sur la végétation, sur les 3 compartiments du coup qui sont représentés dans le code de calcul, donc les sols, la végétation et l'atmosphère. Donc pour ça, donc, on a utilisé un module de répartition où selon le type de matériel qui est utilisé et le type d'application qui est réalisé, on va répartir différemment les pesticides. Une fois qu'on a fait ça, il faut représenter les processus physico-chimiques qui vont nous permettre
de simuler la concentration des pesticides. Donc pour ça, c'est là où on va utiliser des modules de volatilisation depuis le sol et la végétation. Donc c'est les deux flèches que vous voyez, qui vont nous permettre de calculer l'émission et de savoir combien de concentration par volatilisation va arriver dans l'atmosphère. Donc après, il y a aussi ce qui est émis directement dans l'atmosphère sous forme de dérive. Mais donc la dérive, généralement, pour simuler la dérive, il faudrait des résolutions de quelques mètres. Donc c'est pas ce qu'on cherche avec Chimère à simuler. Parce que c'est vrai, avec la dérive, on verrait plutôt une exposition qui serait très locale. Et nous, on cherche à plutôt calculer des concentrations à une échelle régionale. Et une fois qu'on a représenté les processus, on arrive on obtient le modèle va nous simuler les différents résultats. On va obtenir des concentrations atmosphériques qu'on va pouvoir comparer aux différentes bases de données d'observation qui sont disponibles, donc notamment la base de données Fitatmo dont Étienne avait déjà parlé tout à l'heure. Et on va comparer aussi on va essayer d'évaluer nos flux de volatilisation. Donc savoir si le modèle va représenter bien la volatilisation des pesticides. Et pour ça, donc, on peut comparer à un autre modèle, par exemple le modèle Voltaire. Mais aussi, on peut essayer de trouver quelques mesures de flux de volatilisation, même si c'est assez rare de trouver de telles expériences. Donc là, je vous présente des premiers résultats de simulation. Donc pour le S-métolachlore à gauche et le Folpel à droite. Et vous avez des résultats à l'échelle de la France et en bas à l'échelle de PACA. Où on voit clairement, par exemple pour le S-métolachlore, un très fort hotspot de S-métolachlore dans tout le sud-ouest de la France. Et pour le Folpel, mais on en retrouve quand même sur une large partie du territoire, alors que sur le Folpel, c'est beaucoup plus ciblé sur quelques régions. Donc on voit que selon le type de pesticide, et on va avoir des cartographies qui sont très différentes, et avec une importance du transport régional qui est plus ou moins importante selon les propriétés des substances. On a trouvé que quand même que le code était capable, en comparant aux observations, qui était capable de retrouver l'ordre de grandeur des concentrations de pesticides, ce qui n'était pas gagné au départ du projet. Et même que dans le cas du S-métolachlore, on a arrivé à reproduire très bien la corrélation spatiale des concentrations de pesticides avec une corrélation de 0,79, ce qui est très bien pour un modèle de ce genre. Sur le Folpel, c'était beaucoup plus compliqué parce que la limite de détection de cette molécule est très élevée. Donc, quand on fait une comparaison aux observations, il y a une bonne partie des observations qui sont en dessous de cette limite de détection. Et ce qui a limité beaucoup l'exploitation avec les données. Mais sur la région PACA, le modèle arrivait à simuler les fortes concentrations qui pouvaient être vues à certains endroits. Donc, ce chimère pesticide est présenté dans un article où donc, vous avez les différents contributeurs ici, donc beaucoup des gens de l'INRAE et notamment les gens de la BNVDS avec qui on a collaboré pour cette étude, et donc RPACA et bien sûr Étienne. Donc ça, on a ensuite essayé d'aller un peu plus loin pour résoudre une des problématiques qui est le manque de résolution de chimère. Et pour ça, on a essayé de mettre en place une méthode de descente d'échelle, une méthode qui est totalement numérique pour essayer de résoudre de simuler des concentrations à une très forte résolution. Donc, je ne vais pas vous présenter en détail la méthode parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, c'est vraiment des maths. Mais on a réussi à simuler des concentrations de pesticides à une résolution de 400 mètres de résolution sur la France. Et ce qui peut être très intéressant après pour
pour des calculs d'exposition. Il reste toujours la problématique de la dérive, qu'on ne peut pas représenter, toujours à une résolution de 400 mètres, c'est pas suffisant. Par contre, ça pourrait être possible avec des méthodes spécifiques de type pluming grid, qui sont beaucoup utilisées en qualité de l'air pour voir l'exposition à côté de certaines industries qui émettent beaucoup. Et on pourrait utiliser ce genre d'approche pour représenter aussi la dérive dans le chimie. Vous avez 1 minute pour conclure. Allez, quelques mots de conclusion. Tout d'abord, chimère pesticide, on a levé les premiers verrous qui étaient autour de l'utilisation méthodologique, ce qui était, je ne vous cache pas, au début un peu pour nous un challenge. Bien sûr, on peut améliorer ce modèle avec le calcul des émissions de pesticides, donc en améliorant la représentation des conditions de surface. Ensuite, effectivement, c'est un travail pour chaque pesticide, chaque substance active, donc comparer les flux modélisés à de multiples mesures de flux effectués, donc dans des conditions qui sont différentes. Et on ressoulève le problème de la nécessité d'avoir accès à une information relativement précise des usages et des pratiques pour limiter les incertitudes sur la simulation. Et il n'empêche que Chimère Pesticides répond à une des priorités du plan Ecophyto pour l'acquisition des connaissances sur le compartiment aérien. Et puis c'est une complémentarité voulue et qu'on espère à la surveillance nationale des produits phyto dans l'air ambiante, puisque a priori pour l'instant c'est des données ponctuelles et locales. Donc nous on essaye de combler finalement avec ça les trous spatio temporels, on va dire, et aider à l'observation justement, à l'interprétation de ces observations. Alors, un dernier petit mot, je ne sais pas si on a le temps. Allez, un dernier petit mot. Je laisse conclure. Il reste quelques limites quand même à l'utilisation de chimères pesticides. La grande limite, c'est donc la détermination spatio-temporelle des applications, puisque c'est ce qui va driver nos résultats de modèles. Et donc, heureusement, on a l'outil BNVDS. Mais il nous reste un gros problème qui est le besoin d'informations sur les calendriers de traitement à l'échelle nationale. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Il nous faudrait aussi des données de volatilisation pour pouvoir ajuster certains paramètres du modèle et déterminer si les émissions qu'on calcule avec le modèle sont correctes. Et enfin, il nous faut pas mal d'observations, notamment, donc ça, on a des résultats de modèle. Après, il est possible d'évaluer le modèle à partir des observations, mais il est aussi possible de corriger les résultats du modèle à partir des observations en faisant une cartographie qui combinerait à la fois le modèle et les observations. Et il reste des cas spécifiques sur des substances qui ont des propriétés un peu particulières, comme le lindane. Le lindane, c'est un composé qui a une très haute durée de vie dans l'atmosphère, mais aussi dans les sols. Et simuler l'indane, ça exige en réalité de simuler des concentrations à une échelle au moins européenne, voire une échelle globale, voire hémisphérique, voire globale, sur plusieurs décennies. Et ça exigerait des travaux vraiment spécifiques dans le code de calcul. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Je vous relais tout de suite deux questions même qui ont été posées dans le chat. La première portant sur la transformation des substances chimiques pour des pesticides donc dans l'atmosphère, puisque c'est vrai que le modèle chimère qui est, je crois, à la base développé pour les polluants plus classiques de l'atmosphère, on y intègre bien les phénomènes de transformation à la fois photochimiques et puis autres. Et est-ce que c'est le cas également pour les pesticides ? Alors là, c'est carrément ma partie, puisque j'étais le chimiste de la bande. Oui, on a déterminé des constantes de dégradation qui ensuite sont intégrées dans Chimère. On essaye même avec Florian d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que pour les pesticides, c'est vrai que ce qu'on retrouve en constante modélisée, puisqu'on peut modéliser des constantes, c'est plutôt des constantes en phase gazeuse. Et on s'aperçoit que les composés sont de plus en plus semi-volatiles, donc on va aussi en avoir sur les particules. On a mis en évidence, notamment au LCE à Marseille,
que les cinétiques étaient complètement différentes, voire beaucoup plus lentes lorsqu'on était sur des particules. Donc c'est des choses qui nous travaillent un petit peu l'esprit, mais même au-delà, je dirais, des pesticides, je dirais de tous les COSV. C'est une question qui est de plus en plus pertinente, à savoir cette répartition phase gaz, phase particulière, et justement l'apport des cinétiques. Donc oui, c'est des choses qui ont été intégrées, oui, mais qu'on peut sans doute peut-être améliorer. Après, à voir si sur la sensibilité du modèle, est-ce que ça a un vrai intérêt aussi. C'est une question légitime aussi. Oui. Merci. Avant de laisser éventuellement la salle poser une autre question sur le chat, donc, qui est en partie répondue ici. Par rapport aux données de terrain qui permettent de valider en quelque sorte les résultats du modèle. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette CNEP, la campagne nationale exploratoire des pesticides dans l'air. Du coup, je n'ai pas bien compris si ça restait encore une perspective de croiser les données à une résolution assez fine de Cooper avec les résultats du coup très localisés qui ont été obtenus notamment dans le cadre de la CNEP. Oui, totalement. En fait, les résultats que j'ai montrés étaient en fait sur l'année 2014, donc bien en dehors de la CNEP, parce que c'était les données qu'on avait à l'époque de la BNVDS. Donc, c'est un objectif qui serait très important pour nous d'évaluer le modèle sur l'ensemble des données de la CNEP. Pour ça, et donc on essaye de monter un projet en ce moment et on espère pouvoir avoir dans ce projet, pouvoir obtenir des données de la BNVDS durant cette période pour pouvoir simuler et comparer aux données de la CNEP. À moins qu'il y ait une question dans la salle. Oui. Juste l'idée de 2014, c'était pour tester d'abord, hein, puisqu'on ne savait pas trop où on allait, hein, donc il fallait quand même une base de test. Hein. Donc on prend une dernière question dans la salle et désolé pour les questions restantes sur le chat. Dans les limites que vous indiquez, vous ne parlez pas de temps de calcul. Est-ce que vous considérez que c'est une limite? Est-ce que vous avez des solutions, des alternatives envisagées pour réduire le temps de calcul? En fait, c'est vrai que là, on a abordé des limitations scientifiques. Là, on est sur, ce serait plus une limitation vraiment technique. Effectivement, tout le monde ne peut pas faire tourner le modèle. Je pense que ça va être difficile de réduire le temps de calcul, donc c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment facilement évaluer. Après, on essaye de plus en plus d'aller vers des approches de métamodèles en qualité de l'air, où on explique qu'utiliser un modèle de qualité de l'air, c'est trop compliqué, notamment pour des décideurs, et d'aller vers des méthodes plus statistiques où on essaye de reproduire le comportement du modèle. Et ça peut être une approche qui pourrait être utilisée peut-être ici. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va pouvoir passer à la deuxième intervention. Je vais inviter Laetitia Perrin et Johan Spinozzi à la tribune, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons vous présenter un travail lié à l'évaluation des expositions aux substances phytopharmaceutiques par l'utilisation de matrices, des matrices culture-exposition, dans le cadre d'une étude épidémiologique qui s'appelle Peste Neuro. Alors en première partie, je vais vous présenter assez rapidement les matrices culture-exposition MatPhyto, et Laetitia Perrin parlera ensuite des indicateurs développés dans le cadre de l'étude Peste Neuro. Les matrices, en général, ce sont des outils épidémiologiques qui sont bien connus, notamment pour l'étude des risques professionnels. Et ce qu'on appelle matrices culture-exposition, ce sont donc des grosses bases de données qui vont être utilisées pour évaluer les expositions aux pesticides selon, d'une part, les cultures agricoles, selon les périodes historiques. On ne va pas utiliser les mêmes pesticides en fonction des décennies, et puis selon aussi les zones géographiques, puisqu'on n'utilise pas les pesticides de la même manière sur l'ensemble du territoire. Les matrices culture-exposition vont donc être construites par culture ou groupe de cultures. Je cite par exemple ici les céréales à paille,
L'idée est que les principales cultures agricoles françaises soient concernées par ce projet. Les périodes étudiées, alors elles dépendent des matrices, mais pour certaines, on remonte jusqu'aux années 60, voire même un peu plus loin. Concernant le zonage géographique, alors on est un peu plus grossier que ce qu'on a pu voir avec la recherche des cultures agricoles dans des buffers à 50 mètres. Et ici, les matrices culture-exposition vont prendre en compte au mieux le département administratif. Dans les matrices culture-exposition, on va avoir des détails en fait pour à la fois ce qu'on appelait les groupes de pesticides, donc les herbicides, les fongicides, les insecticides. On aura des informations sur les familles chimiques et puis, dans la mesure du possible, également sur les substances actives. Et enfin, pour chacune de ces substances, groupes et familles chimiques, on aura 3 indicateurs d'utilisation qui vont être la probabilité, la fréquence et l'intensité. La structure très schématique de ces matrices, donc des grandes bases, où pour chaque zone, chaque période et chaque substance, on aura les 3 indicateurs que je vous ai cités. Concernant les matrices qui sont actuellement disponibles et pour lesquelles on a déjà fait des publications, il y en a une sur les pesticides arsenicaux en métropole. Il y en a 2 qui concernent les drums, l'une sur la canne à sucre à La Réunion et l'autre sur la culture de la banane aux Antilles. Et puis les matrices qui sont actuellement disponibles et qui sont en cours de publication, on va prochainement publier des rapports de Santé publique France. Concernant la métropole, on a des données donc, sur les céréales à la paille, sur les cultures de maïs, de pommes de terre et de vignes. Et puis dans les DROM, on a également des données sur le maraîchage sur l'île de La Réunion. Et enfin, actuellement, on a en cours de réalisation un travail sur la betterave sucrière et puis une matrice spécifique sur le glyphosate qui concernera l'ensemble des cultures agricoles. En termes d'utilisation de ces matrices culture-exposition, elles peuvent être utilisées pour calculer des prévalences d'exposition professionnelle aux pesticides, donc par sexe, par âge et par région. Elles peuvent être utilisées aussi dans le cadre de la médecine du travail, notamment pour aider les médecins du travail à reconstituer des expositions passées dans le cadre de la prévention. Elles peuvent être utilisées aussi pour les expositions environnementales aux pesticides, notamment en les croisant avec des données géographiques à l'aide d'un SIG. Et puis, elles peuvent être utilisées ensuite dans des études ou des cohortes épidémiologiques pour étudier des liens avec des pathologies. Et notamment, c'est le cas donc, de l'étude Pest Neuro que va vous présenter Laetitia. Merci Johan. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, je vais vous présenter donc, les indicateurs d'exposition géographique aux pesticides dans lesquels on a fait le croisement des matrices culture-exposition que vient de vous présenter Johan, du programme MathPhyto, avec le recensement agricole. Donc, le projet Pest Neuro, c'est un projet donc, qui a été réalisé sur 3 ans, donc, sur lequel j'ai travaillé à l'INSERM en collaboration étroite avec Santé publique France. À l'origine, en fait, c'est qu'un lien avait été repéré entre la maladie de Parkinson et le travail dans l'agriculture, mais aussi le lien entre surface agricole et personnes habitant près de ces surfaces. Et donc, l'idée était d'aller plus loin que les surfaces agricoles et donc de déterminer les pesticides en lien avec cette pathologie. Et donc, l'idée était de faire donc, un croisement entre ces matrices, culture-exposition, avec le recensement agricole, pour ensuite croiser avec l'incidence de ces 2 maladies neurodégénératives qui sont la maladie de Parkinson, et également la sclérose latérale amyotrophique, où là, les données de la littérature sont un peu plus hésitantes. On ne sait pas trop encore s'il y a vraiment un lien avec les pesticides. L'objectif de ce projet donc, était en 3 étapes. Le premier, c'est les calculs des indicateurs d'exposition aux pesticides. Ensuite, c'était de faire le lien entre ces indicateurs et l'incidence de 2 pathologies, donc maladie de Parkinson et sclérose latérale amyotrophique. Et ensuite, de mettre à disposition, sous forme SIG, ces indicateurs calculés. Là, je vais juste parler de l'étape 1, du calcul des indicateurs. Concernant les pesticides qu'on pouvait retrouver, on a utilisé les matrices culture-exposition du programme MathPhyto. Comme vous avez vu tout à l'heure, pour la France métropolitaine, on a 5 matrices qui sont disponibles. Les céréales à paille, maïs grain, le maïs fourrage, la viticulture et les pommes de terre.
Et donc, comme l'a défini Johan, on a une liste un peu historisée, hein, donc depuis les années 60, des pesticides utilisés pour chacune de ces cultures. Ensuite, donc, il fallait déterminer quelles étaient les cultures agricoles dans les différents territoires français. Et donc, pour ça, on s'est basé donc, sur le recensement agricole. Le recensement agricole, donc, c'est des recensements qui se font tous les 10 ans, donc, avec le ministère chargé de l'agriculture, et qui a c'est un recensement exhaustif de l'ensemble des exploitations agricoles françaises. Et donc là, pour l'instant, on a travaillé sur 4 recensements qui sont 1979, 1988, 2000 et 2010. Différentes données sont disponibles pour chacune des exploitations, notamment la commune du siège de l'exploitation, la surface de chacune des cultures présentes dans les exploitations, le nombre de travailleurs, etc. Comme on veut évaluer l'exposition aux pesticides donc, et faire un lien avec les différentes pathologies existantes, on a besoin de calculer des indices cumulés. Donc, l'idée est donc de faire des calculs sur différentes années. Comme je vous ai montré, on a 4 recensements, 79, 88, 2000 et 2010. Donc, on a réalisé une régression linéaire sur chaque commune, sur chaque surface, chaque exploitation, entre 79 et 88, puis entre 88 et 2000, et 2000 et 2010. Donc, ce qui fait qu'on va avoir des indicateurs pour chacune de ces années de 79 à 2010. Au niveau géographique, donc, on a la commune siège de l'exploitation donc, dans le recensement agricole. La commune siège, en fait, ça représente la commune où se situe le bâtiment principal de l'exploitation ou bien la parcelle la plus grande de l'exploitation. Donc, ça ne signifie pas que toutes les surfaces sont sur la commune. Et donc ça, c'est un gros problème. Donc, on s'est retrouvé confronté à des surfaces agricoles qui étaient parfois plus grandes que la superficie de la commune, et donc des problèmes de localisation donc, des surfaces. Ce qui fait qu'on n'a pas pu travailler à la commune, on est remonté du coup un peu plus haut pour limiter, donc pour enlever cette limite, on est remonté au niveau du canton. Donc de 36 000 communes environ, on est passé à 3 689 cantons en France métropolitaine pour l'année 2010. Donc, pour les indicateurs, on a fait donc, ce croisement des matrices avec le recensement agricole et on a distingué l'exposition environnementale et l'exposition professionnelle, et on a donc décidé de calculer des indicateurs pour ces deux types d'exposition. Pour l'exposition environnementale, en fait, on a utilisé la surface des cultures qui est présente dans chacun des cantons. Et pour l'exposition professionnelle, on a regardé le type d'exploitation présente dans le canton. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de combiner les 5 matrices que vous avez vues tout à l'heure pour avoir une exposition multiculture et pas limitée à une seule culture. Et donc, on a fait le calcul pour les 3 groupes de pesticides, fongicides, herbicides et insecticides, pour les familles chimiques et pour les substances actives. Pour chacun, on a calculé plusieurs indicateurs qui sont la proportion exposée, le nombre de passages annuels et la quantité diffusée pour les substances actives lorsqu'on avait donc l'intensité disponible. Pour l'exposition environnementale, le calcul est assez simple. Je vous donne un exemple pour un canton de la famille chimique des péritronarides de synthèse dans les années 88, avec des valeurs fictives. Donc, vous avez par exemple dans ce canton les 5 cultures sur le canton des matrices. Donc, on a du maïs fourrage, du maïs grain, du céréal à paille, de la vigne et des pommes de terre. Ça représente 1100 hectares de surface présente où on a les matrices disponibles. Et donc, à côté, vous avez les probabilités d'utilisation des pyrétrinoïdes. Donc, par exemple, pour les céréales à paille, on a 24% d'utilisation des exploitations en France, dans une zone de France, pour une année donnée, pour 88. Donc, le calcul est assez simple. Ici, on fait donc, le produit de la surface avec la probabilité. On additionne donc ce produit des différentes cultures et on divise par la surface globale des 5 cultures. Donc là, on obtient 19% pour ce canton d'exposition des pyrétrinoïdes de synthèse. Concernant l'exposition environnementale, c'était un peu plus compliqué. On s'est appuyé sur des indicateurs développés dans le cadre de l'étude de la cohorte COSAT-MSA, donc, qui consiste à étudier les affiliés à la mutualité sociale agricole, donc un projet donc, de Santé publique France, et qui regarde notamment l'utilisation des matrices culture-exposition auprès des travailleurs. Dans ces indicateurs développés dans ce projet, donc ils ont mis en évidence une relation entre les cultures d'une même exploitation et qu'en fait l'utilisation d'un pesticide sur une culture peut avoir une influence sur l'utilisation dans une autre culture. Par exemple, pouvoir avoir une dépendance, c'est-à-dire que le traitement d'une culture va influencer le traitement de l'autre culture. Donc si on traite céréales, on va par exemple traiter maïs.
Et vous avez donc l'indépendance, c'est-à-dire que le traitement de la culture ne va pas du tout influencer le traitement de l'autre culture. Donc pour ça, pour chaque canton, on a pris en compte le type d'exploitation, donc c'est-à-dire par exemple pour une exploitation qui a du céréal et du maïs, comme ils sont dépendants, donc on a un calcul qui va être différent d'une exploitation qui a des maïs et des pommes de terre, où là on a indépendance. Donc c'est des calculs un petit peu plus complexes avec de nombreuses étapes, et donc on a des indicateurs pour chaque groupe d'exploitation, et après on va ramener donc à la commune, au canton, pardon. Donc, au total, donc, on a des indicateurs pour les 3 grands groupes de pesticides, puis pour 109 familles chimiques et 197 substances actives, entre 1979 et 2010 pour chacun des cantons de la France métropolitaine. Donc là, vous avez des exemples des indicateurs qui ont été représentés donc, sur les 4 recensements agricoles, 79, 88, 2000 et 2010. En haut, donc, vous avez les indicateurs environnementaux pour la famille chimique des organochlorés. Et en dessous, vous avez donc les indicateurs au niveau professionnel, donc c'est la proportion exposée. Donc, les organochlorés ont été interdits en 2007, donc c'est pour ça qu'en 2010, on n'a plus rien. Donc vous voyez une différence déjà entre environnemental et professionnel. On voit par exemple en 88 que c'est beaucoup plus le sud-ouest qui est exposé, et on voit une baisse générale. Enfin, donc même chose pour la famille chimique, pour la substance active 2,4-D de la famille chimique des aryloxyacides, toujours environnemental en haut et professionnel en bas. Et donc on voit une diminution au fur et à mesure des années, mais le 2,4-D, lui, est toujours encore autorisé aujourd'hui. Mais on voit quand même que ça a bien évolué. Alors il y a des limites à ce travail, à ce projet, et donc à ce calcul des indicateurs. Le problème déjà, c'est que ça ne prend pas en compte toutes les cultures. Donc on a regardé, donc, sur ces 5 cultures, ça représente environ 75% des surfaces agricoles si on enlève les prairies et les jachères. Une deuxième limite, c'est que la matrice culture-exposition, elle estime l'exposition d'une exploitation et elle ne prend pas en compte les caractéristiques individuelles des travailleurs qui appliquent les réentrées, les ports d'équipement individuels. Une autre limite, c'est le niveau géographique. Comme je vous ai dit, on a dû monter au niveau du canton, puisque les communes ne permettent pas vraiment d'être bien déterminées. Et ça permet d'avoir une meilleure... ça permet en tout cas d'enlever les erreurs de localisation. On est limité à la métropole pour ces 5 matrices, parce que c'est vraiment ces cultures-là qui sont utilisées principalement en France métropolitaine, mais pas forcément dans les DROM. Et donc c'est une exposition qui évalue l'utilisation des pesticides dans le domaine agricole. On ne prend pas en compte des données individuelles pour les personnes, et notamment l'alimentation par exemple. On a aussi quand même des forces pour cette étude, pour ce projet. On a donc des indicateurs qui sont calculés sur l'ensemble de la France métropolitaine. On a surtout des indicateurs qui sont historisés, qui sont anciens, puisqu'on est remonté à partir de 1979. En général, on a plutôt des données des indicateurs de 2010, en tout cas un peu plus avec label des topos, etc. Les matrices décrivent une liste exhaustive des pesticides sur plus de 50 ans, donc depuis les années 60 pour certaines. Il y a une expertise agronomique dans la construction des matrices, donc on fait vraiment appel à une représentation réelle, une utilisation réelle des pesticides. Et vous avez donc une possibilité d'estimer l'association de ces indicateurs avec la fréquence ou l'incidence de pathologies diverses dans la France entière. Donc nous, c'est ce qu'on utilise au niveau cantonal. Et il y a des prises en compte de temps de latence long possible donc pour les différentes pathologies. Donc les indicateurs sont calculés avec la prise en compte de plusieurs cultures, donc c'est l'avantage aussi, ce n'est pas limité à une seule culture. Et c'est une méthodologie qui est évolutive. On peut rajouter donc de nouvelles matrices qui sont en cours de construction. On peut la continuer puisque du coup maintenant il y a le recensement agricole de 2020 qui vient d'être disponible. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a calculé des indicateurs environnementaux, mais aussi des indicateurs professionnels. Et je laisse donc Johan reprendre la suite pour la conclusion. Merci. Alors, quelques mots de conclusion. Une diapositive sur l'utilisation et la valorisation du travail qui a été effectué. Alors, tout d'abord, vous informer que les matrices culture-exposition peuvent être mises à disposition sur simple demande motivée. Nous allons aussi mettre à disposition les indicateurs géographiques qu'on vous a présentés sur le site GEOD de Santé publique France. Nous allons publier très prochainement 2 documents méthodologiques
des rapports de Santé publique France, l'un sur l'élaboration des matrices culture-exposition, l'autre sur le calcul de ces indicateurs. Hein. Vous aurez donc l'ensemble des informations sur la façon que ces calculs ont été faits. Ce travail permet donc de décrire de manière historique et géographique l'exposition aux pesticides, alors en France métropolitaine pour l'instant, à la fois d'un point de vue environnemental et à la fois d'un point de vue professionnel, et ça permet d'identifier des zones géographiques où on a une utilisation plus importante que les autres. Enfin, on peut étudier l'association de l'ensemble de ces indicateurs avec diverses pathologies, qu'il s'agisse de cancer, d'anomalies congénitales, de maladies neurodégénératives, par exemple. Pour les perspectives, bon, la présentation est courte, mais les indicateurs en fait sont assez complexes, et notamment on s'est rendu compte qu'il y avait une forte corrélation de certaines substances ou de certaines familles chimiques avec d'autres. Et ça nécessite d'avoir une réflexion un peu particulière et de faire en fait des études par rapport à des groupes de substances. La mesure de l'association entre ces indicateurs et ces indicateurs d'exposition et l'incidence de la maladie de Parkinson, elle se poursuit dans l'étude de PEST Neuro, et va être également étudiée la relation avec la sclérose latérale amyotrophique, qui est une autre maladie neurodégénérative. On a aussi une réflexion à faire sur l'utilisation de ces matrices culture-exposition dans le cadre d'études cas témoins, où on a une localisation fine des Je pense que... Ah, ça y est, ça revient. Voilà, il suffisait que les organisatrices se lèvent. Donc, une réflexion, je disais, sur l'utilisation de ces matrices avec les buffers qu'on a pu voir dans les précédentes présentations. On souhaite également très prochainement mettre à jour ces matrices culture-exposition, parce qu'il y en a certaines qui commencent à dater un petit peu, et donc on souhaite les mettre à jour pour les années un peu plus récentes. On développe bien sûr les nouvelles matrices que je vous ai présentées, et puis on aura justement, après cette mise à jour des matrices, et puis de ces nouvelles matrices qui arriveront, on a la possibilité de mettre à jour ces indicateurs, notamment avec les données du recensement agricole de 2020 qui commence en tout cas à être en partie disponible. En totalité disponible. Laetitia me corrige. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, nous avons le temps de prendre des questions. Y en aurait-il dans la salle? Alors, je vais tout de suite vous relayer celle qui est sur le chat. Pourquoi les matrices culture-exposition les plus récentes sont de 2010? Bon, il y en a, pour certaines cultures, il y en a qui vont un peu au-delà de 2010, mais bref, voilà. De quelles données avez-vous besoin, et quel pas de temps serait intéressant pour avoir une bonne prise en compte de l'évolution des pratiques tout en restant faisable? Qu'est-ce qu'il en coûte de maintenir à jour des matrices culture-exposition? Alors pour la première question, c'est une histoire en fait de réalisation de matrices qui ont été réalisées au cours du temps. Voilà, il y a des matrices qui ont été faites il y a un peu longtemps, donc on s'est arrêté en 2010, voilà, tout simplement. On ne les a pas reprises depuis. Les dernières s'arrêtent en 2018-17, voilà, et donc on ambitionne en fait de mettre à jour donc les matrices d'une manière justement moins chronophage, parce qu'effectivement c'est assez compliqué de faire les matrices. Actuellement, la décision est prise d'utiliser de manière beaucoup plus importante les enquêtes sur les pratiques culturelles du ministère de l'Agriculture, parce qu'elles sont plus complètes, parce qu'elles ont un pas de temps qui est de plus en plus court, ce qui n'est pas le cas dans les années 90 et bien sûr avant. Après, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de gens qui travaillent dessus. On a aussi besoin que les organismes qui possèdent soit des données, soit des experts agricoles soient aussi disponibles. On envisage, en tout cas Santé publique France envisage de réfléchir
à la mise en place de ce qui est appelé actuellement une sorte de plateforme matrice pour essayer justement de partager, de partager les informations, les connaissances et les besoins. Voilà. Et on espère que ça pourra permettre de faire les matrices plus aisément, plus rapidement, et surtout en adéquation avec les besoins des instituts publics et des chercheurs. Merci pour la réponse. Moi, j'avais une question aussi. J'ai vu que à travers les deux exemples, je prends celui du 4D, comment est-ce qu'on interprète finalement les différences de cartes entre les expositions professionnelles et les expositions population générale, enfin environnementale? Comment est-ce qu'on interprète qu'il y a des différences? Notamment par la façon de calculer, puisqu'en fait, sur l'exposition environnementale, on s'est vraiment basé que sur la surface des cantons, sur la présence des cultures dans les cantons, et on a calculé, donc à chaque fois, c'était entre guillemets, on a pondéré sur la surface, en fait, entre guillemets, et il n'y a pas cette pondération, en fait, dans le cadre de niveau processionnel, parce qu'en fait, au niveau processionnel, on peut dire que s'il a du maïs, il va être exposé de toute façon. On considère un travailleur lambda dans l'exploitation, on considère une exploitation moyenne, et donc on va dire que de toute façon, qu'il ait 20 hectares de maïs ou 50 hectares de maïs, il sera quand même de toute façon exposé, donc ce qui fait qu'en fait, en général, ça va toujours gonfler beaucoup les valeurs. Et après, on a aussi fait des calculs qui prennent en compte la surface, mais voilà, c'est aussi une façon de faire, c'est ce que le fait de la surface va jouer, mais à quel niveau? Là, on n'a pas la possibilité de savoir, donc c'est pour ça que ça a été ce calcul. Je regarde vers la salle. Pour le moment, je ne vois pas de demande de prise de parole. Du coup, peut-être une dernière question qui est dans le chat. L'ensemble des substances actives utilisées sur une même culture sont prises en compte dans l'indice correspondant à cette culture ou pas? Est-ce que vous comprenez la question? Moyenne. Je vais essayer de répondre. En fait, nous, on a calculé par substance active, par famille chimique. On a fait un mix des 5 cultures pour chaque canton. Après, par contre, quand on calcule avec l'incidence d'une pathologie, on va mettre tout ensemble, en fait. On va mettre toutes les familles chimiques, toutes les substances actives. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment justement le lien avec la question. J'espère. En tout cas, on a tout mixé ensemble, enfin, en tout cas, toutes les familles chimiques ensemble ou toutes les substances actives ensemble. Et c'est là, justement, on se retrouve avec des grosses corrélations parce qu'effectivement, une famille chimique qui va apparaître juste dans les céréales et une autre, pareil, elles vont être très fortement corrélées, même si l'indice n'est pas le même. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des problématiques de corrélation assez importantes. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à la personne. Si, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Et je vais maintenant appeler le 3e binôme d'intervenants, donc Clémentine de Remeaux et Adrien Jean, pour nous parler de Pestirive. Bonjour à tous. C'était les diapos de réserve. Oui, c'est des maths. Donc on va faire effectivement une présentation à 2 voix avec Adrien Jean à l'ANSES et donc Clémentine de Remeaux pour Santé publique France. Donc on va vous parler aujourd'hui de la façon dont on utilise les approches géographiques dans le cadre de l'étude Pestirive qui vise à mesurer l'exposition aux pesticides chez les riverains de zones viticoles. Donc pour commencer, je vais dire quelques mots sur l'étude et son origine. Si on s'intéresse à l'exposition aux produits phytosanitaires chez les personnes qui vivent près de vignes, c'est une question en fait qui se pose maintenant depuis plusieurs années et qui s'est posée en particulier en Nouvelle-Aquitaine lors d'une suspicion d'agrégats de cancer pédiatrique dans la commune de Prégnac. Donc à l'époque, l'Institut de veille sanitaire, donc l'ancêtre de Santé publique France, avait investigué cette suspicion
de cas de cancer pédiatrique dans la commune de Prégnac, en concluant au final que, compte tenu de la petite taille de population, il n'était pas possible de conclure à l'existence ou pas d'un cluster, et il n'était pas non plus possible de faire un lien avec une exposition aux produits phytosanitaires utilisés dans les vignes, sachant que la commune de Prégnac est une commune largement viticole. Donc, suite à ce premier signalement, il y en a eu d'autres qui se sont notamment matérialisés par des plaintes de riverains, par un signalement d'associations, et notamment l'association des médecins sur les pesticides qui avait alerté l'ANSES, et une saisine adressée à Santé publique France par la Direction générale de la santé concernant l'existence d'un risque de cancer pédiatrique chez les enfants vivant en zone viticole. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que, en collaboration avec l'ANSES et l'INSERM sur GeoCap Agri, donc 2 études complémentaires ont été proposées. GeoCap Agri, dont on a parlé ce matin, et dont l'objectif est de faire le lien entre l'existence d'une surincidence potentielle de cancer pédiatrique et le fait de vivre à proximité de zones agricoles, et en particulier de viticulture. Donc, cette étude, elle permet d'étudier les liens entre le fait de vivre à côté de certaines cultures et des pathologies, donc là en particulier certains cancers de l'enfant, mais elle ne permet pas de faire le lien avec une exposition aux pesticides, puisque dans ces études-là, on n'a pas de mesure objective de ces expositions aux produits phytosanitaires. Et dans un contexte où on se rend compte qu'en France, on manque vraiment de données d'exposition chez les personnes vivant près de cultures, on a proposé en parallèle de mettre en place l'étude PestiRiv, qui là vise à avoir des données objectives à l'échelle nationale de l'exposition aux produits phytosanitaires utilisés sur les cultures, et donc là en particulier autour des vignes. Donc comme je l'ai répété à plusieurs reprises, mais encore une fois, donc c'est une étude PestiRiv qui est menée de façon conjointe par Santé publique France et l'ANSES. L'objectif de PestiRiv, donc, c'est de savoir s'il existe une surexposition aux produits phytosanitaires utilisés en viticulture chez les personnes qui vivent près de ces cultures, en comparaison à des personnes vivant loin de toute culture. Cette étude, elle va également nous permettre de mieux, au-delà de l'évaluation de la mesure des expositions, elle va nous permettre aussi de mieux comprendre quels sont les facteurs qui influencent le plus ces niveaux d'exposition. Par exemple, quel est l'effet de la distance sur ces niveaux d'exposition. On a parlé ce matin effectivement des buffers qui peuvent être considérés, qui sont très différents d'une étude à l'autre, et donc de savoir comment finalement rien que cette variable de distance influence les niveaux d'exposition. Et on va également étudier quels sont les liens entre les différentes voies et sources d'exposition, par exemple, les concentrations de pesticides qui sont retrouvées à l'intérieur du logement par des mesures dans les poussières ou dans l'air intérieur vont influencer les niveaux d'imprégnation biologique, donc ce qu'on va mesurer chez les urines ou les cheveux des participants. Et on va également décrire comment évolue cette exposition pour les personnes qui vivent près de vignes en fonction de l'année, entre les périodes où les traitements sont les plus fréquents et la période où les traitements sont les moins fréquents sur les vignes. Donc, on l'a évoqué aussi tout au long de la journée, il y a plusieurs difficultés quand on souhaite caractériser l'exposition aux produits phytosanitaires utilisés en agriculture chez les personnes qui vivent à proximité de ces cultures. La première difficulté, c'est que les traitements ne sont pas constants dans le temps, ils vont être influencés par le type de culture. Ils vont être différents selon les régions parce que les maladies ne sont pas les mêmes et les pratiques sont également différentes. On doit également considérer que l'ensemble de la population est exposée aux pesticides, que ce soit quand on est riverain par le fait de vivre à proximité de culture, mais aussi par l'alimentation, les usages domestiques de pesticides, voire les expositions professionnelles. Et donc, dans le cadre de l'étude PestiRiv, on s'intéresse à l'ensemble des sources d'exposition aux pesticides qu'on va caractériser par des mesures environnementales et biologiques.
Donc, pour répondre à ces différents enjeux, en termes de design d'études, on a choisi pour Pessirive à ne s'intéresser qu'à la viticulture, qu'on a priorisé parmi les différentes cultures présentes en France, puisque l'indice de fréquence de traitement fait partie des plus élevés des cultures présentes en France. C'est une culture qui est pérenne, et donc ce qui veut dire aussi des expositions répétées dans le temps pour les personnes qui vivent à proximité, et des cultures qui sont souvent très intriquées avec l'habitat. Pour prendre en compte aussi le fait que l'ensemble de la population est exposée aux pesticides, on a une étude riverain-non-riverain, qu'on pourrait un peu qualifier d'exposé-non-exposé, même si la non-exposition n'existe pas. Et donc, on va avoir 2 groupes de population qu'on va comparer pour regarder quelle est l'influence du fait de vivre à proximité de culture sur l'exposition globale aux pesticides. On a une approche multisite, ce qui veut dire qu'on va sélectionner plusieurs sites, on a sélectionné plusieurs sites sur l'ensemble du territoire en France en vue d'une analyse combinée. Donc cette approche, elle nous permet d'une part d'avoir une puissance statistique suffisante pour avoir des indicateurs robustes en ayant cette analyse globale sur plusieurs centaines de sites. Et elle nous permet aussi d'éviter d'avoir des conclusions qui soient fortement influencées par le choix d'un seul site, qui pourrait être influencé à l'instant T par une météorologie spécifique ou une maladie spécifique. Et donc, je le disais juste avant, on mesure l'exposition à la fois pendant et hors période des traitements, en combinant des mesures environnementales dans les poussières des logements, dans l'air intérieur et dans l'air ambiant, avec des mesures biologiques à travers des mesures d'urine qui sont répétées pendant 7 jours et des mesures de cheveux. En termes de population d'études, donc l'étude Pessirive, elle s'intéresse aux enfants à partir de 3 ans et aux adultes entre 18 et 79 ans. Donc on a 2 groupes de population, des riverains de vignes et des non-riverains. En fait, on tâche de constituer 2 groupes de population les plus homogènes possibles en termes d'habitudes et modes de vie. Donc on les a sélectionnés dans des zones qui sont plutôt similaires en termes de densité de population. On va éviter d'avoir je caricature, mais que des riverains en zone agricole et des non-riverains en agglomération. Donc on a tâché à avoir des communes à peu près comparables. Et donc, pour avoir des populations qui sont susceptibles d'avoir les mêmes habitudes et modes de vie, et donc ce sont aussi des personnes qui vivent dans les mêmes régions. Et donc l'objectif, c'est que quand on va comparer les niveaux d'exposition de ces 2 groupes de population, si on met en évidence une différence d'exposition, elle aura toutes les chances, entre guillemets, d'être liée plus au fait de vivre à proximité de vignes, plutôt que d'être liée aux habitudes et modes de vie des participants. Donc, qui dit étude multisite dit sélection des sites d'études, et donc c'est sur cette étape qu'est intervenue notre première approche géographique dans l'étude Pessirive, et notamment sur la définition de l'occupation des sols, et la définition de la localisation des parcelles viticoles et d'autres cultures. Donc la première chose qu'on a faite, c'est d'identifier, de spatialiser les parcelles viticoles présentes en France. Donc on a combiné pour cela le registre parcellaire graphique, la BD topo vignes et vergers, et le casier viticole informatisé qu'on a spatialisé pour avoir, puisqu'on a considéré que c'était l'information la plus exhaustive et la plus précise sur la localisation des vignes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'instant T, on n'a pas une recherche de savoir où étaient situées les vignes dans les années antérieures. Donc une fois qu'on a localisé les parcelles de vignes en France, on a identifié les parcelles autour desquelles, jusqu'à 1500 mètres, on n'avait que de la vigne et pas du tout d'autres cultures. Donc ça nous a permis d'identifier 221 sites répondant à ces critères. On a veillé à ce que autour de ces sites, on ait bien des ménages présents. Donc ça nous a permis de sélectionner 197 sites. Ensuite, on a une étape un peu de validation par image satellite, d'être sûr qu'on
on ne trouvait pas d'autres types de cultures dans l'environnement de ces sites. Et pour des besoins d'études, on a aussi vérifié qu'on avait bien des laboratoires de ville dans lesquels on puisse déposer nos échantillons biologiques à moins de 30 minutes. Donc au final, on a 162 sites d'études pour Pesty-Rives qui sont répartis dans 6 régions. Donc la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Pour les sites non viticoles, on a procédé à peu près de la même façon. Je vais aller un petit peu plus vite, mais sauf que là, on est parti du centre des communes. Et on a vérifié qu'à 1500 mètres, on n'avait ni vigne ni autre culture, et que sur jusqu'à 5000 mètres, on avait une présence extrêmement limitée de parcelles viticoles. On a également veillé à ce que, je le disais tout à l'heure, à ce que les communes qui répondent à ces critères soient plutôt comparables aux sites riverains en termes de densité de population dans les communes. Et on a vérifié aussi de la même façon qu'on avait, par image satellite, qu'on n'avait pas d'autres cultures présentes et qu'on avait bien un laboratoire à moins de 30 minutes. Et donc cette sélection des sites non viticoles s'est faite dans les mêmes régions, dans les mêmes 6 régions que les régions dans lesquelles on a sélectionné les sites viticoles. Donc là, c'était vraiment la première approche géographique qui était vraiment indispensable pour sélectionner nos sites d'études. Et donc, au final, dans Pesty-Rives, dans nos 162 sites viticoles, on va sélectionner 1500 ménages, avec dans chaque ménage un adulte et un enfant si un enfant est présent. Et donc, finalement, chacun de ces ménages inclus dans Pesty-Rives sera situé à moins de 500 mètres d'une parcelle de vigne et à plus de 1000 mètres de tout autre type de culture. Donc, on est vraiment dans des zones exclusivement viticoles, sans influence d'autres types de cultures. Et pour les sites non viticoles, donc là, on a 101 sites sélectionnés. On vise à inclure 750 ménages, avec de la même façon, dans chaque ménage, un adulte et un enfant. Et avec notre méthode de sélection des sites, chaque ménage non riverain sera situé à plus de 5 km d'une parcelle de 1 hectare de vigne et à plus de 1000 mètres de tout type de culture. L'étude Pesty-Rives, elle est en cours actuellement. Elle a commencé en octobre 2021. Donc, on a commencé par la période de hors traitement des vignes. Donc, on a inclus un sous-échantillon des personnes vivant près de vignes qu'on est en train de réinterroger en ce moment. Et donc, la phase de l'enquête concernant la période où les traitements en vigne sont les plus fréquents a commencé mi-mars et va se terminer fin août 2022. Donc voilà, on est en plein sur le terrain de cette étude. Je vais passer la parole à Adrien pour présenter comment, du coup, dans cette étude, on prévoit de décrire le contexte agricole autour des logements des participants et leur influence sur les niveaux d'exposition qu'on va mesurer chez les participants. Merci Clémentine. Donc cette diapositive un peu générale en fait résume ce que vous a présenté Clémentine sur finalement tout ce qu'on cherche à caractériser et toutes les sources possibles d'exposition donc au niveau des foyers. Donc je ne vais pas le répéter, mais donc prélèvement de poussière à l'intérieur, aliments anthropoïdes, air ambiant, urine et cheveux. Donc des recueils de données par questionnaire pour caractériser le type d'alimentation, la profession, les usages domestiques, etc. Et donc voilà, ce qui va nous intéresser, c'est donc le recueil des pratiques agricoles et l'utilisation de bases de données pour caractériser donc, ce contexte agricole et en parallèle la caractérisation des contextes météo et topographiques des sites d'études. Alors l'objectif de la description de ce contexte agricole, c'est de caractériser la probabilité d'exposition aux produits phyto qui sont utilisés sur les vignes, présents dans un environnement proche des logements, donc des foyers qui sont inclus dans l'étude, au cours de la période de suivi de chaque logement, donc qui dure 14 jours,
et ou en amont donc, de cette période de suivi en fonction de la matrice concernée, parce que donc, on a des rémanences donc, au niveau de ces matrices, des substances actives, afin d'évaluer donc l'influence sur l'exposition globale au PPP mesuré. Alors on s'est vite aperçu qu'on avait des enjeux importants. Donc tout d'abord de connaître ces quantités de produits phyto qui sont utilisés à des échelles spatiales et temporelles spécifiques. Donc temporelle, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de descendre en dessous de la quinzaine finalement, puisque la période de suivi dure 14 jours. Et au niveau spatial, idéalement, effectivement, la parcelle. Bon, on va voir que ce n'est pas forcément si évident que ça. Et également de nécessité donc, de disposer de données fiables et homogènes sur l'ensemble des 6 régions concernées par l'étude. Donc évidemment, le constat, c'est qu'on n'a pas de telles informations qui sont disponibles directement à l'échelle nationale. Et je pense que ça, tout le monde le partage ici. Donc... Sur 3 minutes. Pardon ? Il reste 3 minutes. 3 minutes. Ok. Je vais aller super vite. Donc il faut qu'on combine donc des données disponibles à l'échelle nationale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais surtout laisser Clémentine présenter les différents indicateurs que l'on souhaite développer. Avec voilà, cette combinaison de données disponibles. Premier indicateur qui est finalement la densité de vigne. Un deuxième indicateur qui serait la densité d'utilisation des produits phyto à la parcelle. Et un troisième indicateur, la densité d'exposition donc des foyers aux produits phyto. Et donc, renseignement de cet indicateur, grâce donc à la combinaison de différentes variables. Donc on va utiliser, je vais passer directement à la diapo suivante, on va utiliser donc également, on l'a vu tout à l'heure avec le modèle Chimère, la BNVD spatialisée. Donc on est en lien avec l'équipe donc, de Thomas Poméon à l'ODR l'INRAE, qui va finalement nous servir de base de données d'entrée pour avoir un proxy de données d'utilisation, de récupérer des quantités de substances actives annuelles et que l'on va essayer en fait de répartir dans le temps via des données d'utilisation des produits phyto que l'on va renseigner grâce notamment à une enquête de terrain. Mais également, on est en lien également avec l'équipe des fermes Défi qui pourrait nous apporter un certain nombre d'informations. Les enquêtes pratiques culturelles évidemment. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur le renseignement de ces sources de données. Je pense que c'est plutôt intéressant que tu développes peut-être. Ouais, alors peut-être rapidement sur cette enquête de terrain. Donc on va chercher à récupérer un certain nombre d'informations, notamment sur l'utilisation des produits phyto au niveau temporel, via une enquête de terrain auprès des représentants viticoles dans les différentes régions d'études. Alors pas auprès directement des viticulteurs, donc ça a été aussi un choix qu'on a fait en amont, parce que c'était chronophage, compliqué donc, à mettre en place pour un retour certainement assez faible. Donc on s'est plutôt focalisé sur un public de type conseiller viticole, donc dans les chambres d'agriculture, dans les syndicats d'appellation, dans les coopératives, etc. Donc on a mis en place un certain nombre de réunions d'information à l'automne dernier. Donc voilà, vous avez la liste ici. Donc beaucoup de questions évidemment de la part des professionnels sur l'étude. Et donc on a remis en place un deuxième cycle de réunion en mars 2022 pour vraiment parler du questionnaire que l'on souhaitait mettre en place. Donc ce questionnaire est en cours d'élaboration en ce moment. Même en cours de finalisation, et il va comporter 2 parties, une partie plus générale sur la conduite des vignes et le matériel de pulvérisation, et une partie plus spécifique sur la pression biotique des différents bioagresseurs et les traitements phyto qui donc ont lieu en ce moment, donc sur la période de 2021-2022. Donc ce qu'on voit se dessiner, c'est que on va avoir des informations qui risquent effectivement d'être hétérogènes en fonction des zones d'études, qu'on a comme des informations qui seront disponibles à dire d'experts, donc plus ou moins exhaustives.
et que donc on va aussi chercher à compléter ces informations via d'autres données disponibles auprès de certains organismes spécifiques, des DRAF, des organismes de certification, de l'agence bio, TerraVitis, l'OTC Pulvé pour les matériels de pulvérisation, etc. Donc ce questionnaire sera envoyé au plus tard en septembre 2022. Voilà, je vais laisser Clémentine du coup enchaîner sur les indicateurs. Oui, très rapidement, s'il te plaît. Après, j'ai compris que le micro se coupe en plus. Donc c'est vrai que là, du coup, ce dont on se rend compte, c'est que même pour recueillir des données contemporaines, au final, on est obligé de combiner à la fois des enquêtes de terrain auprès d'acteurs de la viticulture et des bases de données. Donc ce qu'on vise à construire après, ce sont des indicateurs de probabilité de traitement à proximité du logement des participants par substance active au cours de la période de suivi, donc que ce soit sur 14 jours ou un petit peu en amont, en combinant les données de la BNV déspatialisée, des données de calendrier de traitement avec les enquêtes auprès des représentants agricoles, des bulletins de santé des végétaux, et également prendre en compte les typologies de parcelles, si elles sont en agriculture biologique ou pas, et donc avoir des indicateurs par substance active à des buffers de 100 mètres, 500 mètres ou 1000 mètres. Et si possible également, aller jusqu'à un indicateur de probabilité, d'intensité, d'exposition qui prennent également en compte les caractéristiques météorologiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle on échange avec Météo France pour utiliser les données du modèle Arome et prendre en compte éventuellement également le matériel de pulvérisation utilisé qui peut avoir une influence sur la dispersion des produits phytosanitaires au-delà des zones traitées. Donc pour les prochaines étapes, très rapidement sur PCRIV, donc je vous l'ai dit, le terrain est en cours. Donc là, les prochaines étapes de PCRIV, c'est la fin du terrain, la mise en œuvre de toutes les analyses environnementales, biologiques et leur interprétation. L'envoi du questionnaire aux représentants agricoles à partir en septembre 2022. Et donc 2023, ce sera vraiment dédié au recueil de l'ensemble des données, leur analyse et début d'interprétation pour une publication des résultats en 2024, plutôt fin 2024. Et pour l'utilisation des approches géographiques dans PCRIV, donc c'est des réflexions qui sont toujours en cours, avec des échanges avec, rien l'a dit, avec l'ODR, l'agence bio. Le questionnaire est en cours de finalisation et on tâche aussi à prendre en compte l'incertitude de chaque donnée intégrée pour qu'on ait des indicateurs qui restent interprétables en termes d'incertitude de ce qu'ils représentent. Et au-delà de l'étude de PCRIV, ce qui est intéressant en fait dans ces démarches, c'est de commencer des échanges avec l'ensemble des producteurs de données qui peuvent être utiles pour d'autres études autres que PCRIV, et que finalement l'analyse des liens entre les concentrations mesurées dans PCRIV et les indicateurs qu'on vise à construire permettront aussi de donner des pistes sur la pertinence d'utiliser tel ou tel indicateur dans le cadre des études épidémiologiques avec des approches géographiques. Voilà, je vous remercie. Toujours pas de questions dans la salle? Alors, oui, et ensuite je prendrai une question, voire deux peut-être en ligne. Oui, j'ai juste une question sur la partie géographique. Est-ce que vous prenez en compte la présence des haies ou pas dans les résultats? Alors, on pose et des barrières naturelles en général. Ouais. Alors, en fait, on prend en compte on pose la question aux participants de la présence de haies ou de barrières occultantes autour de leur logement. Donc, on a l'information par des questionnaires, mais après,
par approche géographique, on n'a pas prévu de le faire à ce stade. Merci. Donc, question en ligne que je relais. Comme l'étude Pestiri va permettre de co-générer à la fois des mesures biologiques et des mesures environnementales, est-ce qu'il est prévu de recourir à des modèles PBPK pour relier les uns avec les autres? Pas dans le cadre de Pestirive. Voilà, ce qui ça dispense de la suite de la question, qui était « et si oui etc. Mais après, voilà, après c'est comme toutes les données qui sont produites dans le cadre dans ces types d'études, après elles sont mises à disposition et pour produire éventuellement de tels modèles, quoi. Mais c'est pas prévu dans Pestirive. Et une dernière question rapide, comment prenez-vous en compte la météo, notamment le vent, dans Pestirive? Et justement, là, c'est les échanges qu'on a initiés avec Météo France. Donc, on est en train de voir avec l'équipe de Météo France quels sont les indicateurs les plus pertinents à prendre en compte. Par exemple, là, ce qu'on a sélectionné, c'est le vent avec la vitesse, l'orientation, les températures, la pluviométrie. Mais même pour chaque type d'indicateur, on essaie de voir si c'est plus la vitesse moyenne à la journée ou sur la période des 14 jours ou les vitesses maximales. Donc, on est en train on va récupérer certaines informations pour voir précisément quels sont les indicateurs les plus pertinents à utiliser. Mais ce qu'on vise à l'heure actuelle, c'est minimum vent, température et pluviométrie. Merci beaucoup. Oui, comme l'avait indiqué Sébastien Denis précédemment, c'est vrai que la prise en compte du vent est assez complexe dans ce type d'évaluation, et encore plus, je dirais, dans des pollutions diffuses comme ça, où il y a beaucoup de... C'est une pollution surfacique, en fait, qui est très hétérogène, donc c'est encore plus complexe. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je vais appeler le dernier duo, Bernard Bacan et Victor Duflette, qui vont donc nous emmener en Guadeloupe. Bien, bonjour à tous, moi c'est Victor Duflette, donc je travaille au CIRAD et je suis venu avec Bernard et on va vous présenter donc les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet Jessica. Le projet Jessica, pour le présenter brièvement, c'est une approche multidisciplinaire qui vise à améliorer, mieux comprendre pas l'épidémiologie mais les incidences de cancer et notamment leur lien avec les produits pesticides. Donc voilà, avec une méthodologie un peu qui nous semble originale en tout cas, car on cartographie l'environnement plutôt que de retracer les expositions personnelles. Donc voilà, avec des objectifs spécifiques qui sont d'étudier l'utilisation des pesticides sur le territoire guadeloupéen afin de pouvoir le cartographier et donc de construire des indicateurs environnementaux liés à l'utilisation des pesticides et à leur émanence dans l'environnement. Et ensuite d'utiliser donc ces indicateurs pour étudier le lien avec l'incidence des cancers. Donc ça, c'est Bernard qui s'en occupe. Donc un modèle a été créé dans le cadre de ce projet, un modèle qu'on a nommé DINPEST-SOL pour dynamique des pesticides dans le sol. Voilà, c'est un modèle de cartographie de l'utilisation des pesticides basé sur les pratiques agricoles sur un territoire en évolution et avec des pratiques qui évoluent également en même temps que ce territoire, et des différentes avancées techniques agricoles. Avec voilà, un modèle basé sur les processus où on essaie réellement de simuler les traitements pesticides qui sont réalisés sur les différents types de cultures en Guadeloupe, avec donc des processus physiques également qui sont simulés, comme la dégradation des pesticides dans le sol ainsi que la lixiviation par les lames d'eau provoquées par la pluie. Différentes données sont utilisées. Donc, tout d'abord, pour recréer une sol agricole dans le temps, on utilise différentes cartes, donc des cartes historiques qui ont été numérisées, vectorisées, et d'autres sources de données telles que les RPG ou encore les DCEA, qui sont utilisées donc pour recréer et avoir un état des lieux de la sol agricole en Guadeloupe au fur et à mesure des années. Les conditions environnementales sont également prises en compte, notamment les types de sol les types de sols et différents facteurs comme la concentration en carbone dans ces sols et la densité apparente. Également la pluviométrie est prise en compte donc, pour pouvoir faire se lixivier les pesticides par la suite.
Également prise en compte les caractéristiques physico-chimiques des différentes substances actives, donc les données de DT50 et KOC qui nous sont fournies par la PPDB, qui est une base de données britannique, donc qui renseigne sur différentes caractéristiques physico-chimiques des pesticides utilisés en agriculture. Également, donc, on a besoin de renseignements sur les produits pesticides et recommandations d'utilisation, donc avec un cadre législatif qui évolue autour de ces produits, donc qui sont tour à tour autorisés puis interdits. Donc ça, c'est renseigné par EFI. Donc on utilise deux bases de données de EFI, qui sont la base de données produits et la base de données usage, ce qui nous permet d'avoir donc en combinant ces deux bases de données, ce qui nous permet d'avoir dans une même base de données les périodes d'utilisation, ou en tout cas les périodes d'autorisation des différents produits pesticides, ainsi qu'une dose, une concentration en substances actives appliquées, liée à une dose recommandée donc, de produits par IFI, et également une cible. On va utiliser tel ou tel produit contre telle ou telle maladie de la plante ou de la culture en question. Et voilà, donc des pratiques agricoles également. On a besoin de renseignements donc, sur les pratiques agricoles, les itinéraires techniques. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, un itinéraire technique, c'est toutes les actions qui sont réalisées à l'année sur une parcelle. Donc là, on s'intéresse en particulier au traitement pesticides, bien entendu, et donc qui s'adapte et qui évolue dans le temps en fonction donc, du cadre législatif et des produits, mais également des différentes avancées techniques qui sont faites en agriculture. Et donc ça a été un travail d'enquête auprès des différents acteurs de l'agriculture guadeloupéenne. Donc je pense au SICA, aux différents agriculteurs que j'ai pu rencontrer également, et puis à la Chambre d'agriculture et à mes collègues du CIRAD qui m'ont bien aidé pour ça. Et donc voilà également les matrices Matphyto qui m'ont beaucoup aidé pour la banane. Pour le fonctionnement du modèle, le modèle fonctionne en deux parties, avec tout d'abord donc, sur un pas de temps annuel l'affectation des pratiques agricoles sur une sol qui évolue. Donc au fur et à mesure des années simulées, le modèle va charger la carte la plus récente. Imaginons que là on est en 1990, le modèle va charger la carte de 1987 qui est la dernière disponible pour cette année. Et le modèle va affecter donc des itinéraires techniques. C'est un peu décalé, mais en 1990, il n'y a qu'un seul itinéraire qui s'appelle Banane 1, qui est un itinéraire qui, en son sein, contient plutôt pas mal de traitements pesticides différents, aussi bien fongicides, herbicides que nématicides. Donc les nématicides, c'est les polluants du sol, on peut citer la chlordécone notamment. Voilà. Affectation. Et donc les itinéraires techniques sont affectés aux différentes surfaces, pour ensuite donc avoir une application sur un pas de temps plus court, donc de 10 jours, application donc des appendages en fonction des différents itinéraires techniques suivis, et simulation du devenir des pesticides dans l'environnement. Donc sur un pas de temps de 10 jours, on regarde quels sont les traitements qui sont effectués en fonction donc des différents itinéraires techniques déterminés précédemment. Pour chaque couple traitement parcelle, on choisit un produit pesticide aléatoirement. On aimerait affecter des préférences produits pesticides, notamment grâce aux matrices Matphyto, mais c'est encore un travail à faire. Et donc on choisit un produit parmi ceux qui sont autorisés pour le type de traitement effectué. Par exemple, on va utiliser un fongicide contre la cercosporiose du bananier ou contre la canne à sucre. Le principal problème, c'est l'enherbement, donc on va seulement utiliser des herbicides. Et on applique donc la dose recommandée par IFI sur la parcelle, ce qui fait que le pesticide se retrouve dans l'environnement, où il va naturellement se dégrader et être emporté par les différentes pluies, en fonction donc des propriétés physico-chimiques, aussi bien des molécules, mais aussi de celles du sol, donc, ce que j'ai essayé de représenter par les différentes couleurs qu'on peut représenter sur ce carroyage. Du coup, le modèle produit différentes sorties, voilà, avec des quantités de substances actives en grammes agrégées à l'échelle de carreau de 200 mètres de côté, par pas de temps, donc tous les 10 jours, et par molécule. Alors voilà, avec ici la molécule de propiconazole, la substance active propiconazole, qui a été une molécule utilisée contre la cercosporiose du bananier. La cercosporiose, c'est une maladie qui jaunit ou brunit les feuilles des bananiers, qui fait perdre énormément de rendement aux bananiers. Et donc ces différentes sorties seront utilisées pour pouvoir créer des cartes d'indicateurs annuels de l'utilisation des pesticides agrégés aux iris, avec différentes variables qui ont déjà été identifiées, notamment la quantité de substances actives apportées donc, à l'année, le stock moyen de pesticides dans les sols et dans l'année, également les quantités lessivées et dégradées sur l'année de pesticides, avec d'autres indicateurs, sol, air et eau, qui sont à définir, qui restent à définir pour le moment.
Et donc, on prévoit de livrer ces différents indicateurs courant septembre voilà, pour l'équipe du CHU. Et donc, Bernard va vous présenter la suite du projet. Enfin, en tout cas, la partie utilisation de ces cartes d'iris. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter la partie épidémiologie de cette étude. Actuellement, le registre de Guadeloupe, le registre des cancers de Guadeloupe effectue une analyse spatiale pour identifier différents facteurs de risque potentiels. Le projet Jessica s'inscrit dans cette démarche et cherche à étudier l'association entre les pollutions de pesticides et l'incidence des cancers. Aujourd'hui, je vais vous présenter une illustration des résultats prévus avec l'indice simplifié que... Ah oui, pardon. Comme l'indice définitif n'est pas terminé, le CIRAD nous a fourni un indice simplifié pour faire la présentation d'aujourd'hui de la pollution du sol par le chlordécone. Donc ici, je vais vous présenter les analyses qui sont envisagées dans le projet Jessica pour l'utilisation de ces indices. Alors, nous allons utiliser une méthode qui est assez classique. C'est une méthode de Bissard, York et Mollier que Sébastien Horatio vous a présenté en détail ce matin. C'est un modèle hiérarchique bayésien qui permet de prendre aussi bien l'hétérogénéité spatiale, de prendre en compte aussi bien l'hétérogénéité spatiale que l'hétérogénéité non spatiale. Il permet de prendre en compte de petits effectifs par zone géographique et d'intégrer des variables explicatives et des variables d'ajustement. Le paramètre estimé sera le ratio d'incidence standardisé. L'échelle géographique que nous utiliserons sera l'IRIS, puisque c'est le plus petit découpage géographique où nous disposons d'informations démographiques nécessaires pour le calcul des CIR. La variable explicative que nous utiliserons sera donc l'indice simplifié de la pollution des sols par le chlordécone fourni par le CIRAD. Et nous utilisons une variable d'ajustement qui sera l'indice de défavorisation sociale spécifique aux Antilles, développé par l'équipe de l'INSERM de Daniel Luce. Nos analyses ont été effectuées avec les logiciels R et Winbugs. Nous avons utilisé les données du registre sur 10 années, de 2008 à 2017, soit plus de 18 000 tumeurs, et nous avons étudié les 17 localisations les plus fréquentes en Guadeloupe, comme la prostate chez l'homme, le sein chez la femme, le côlon ou l'estomac chez l'homme et la femme, par exemple. Alors, à gauche, je vous ai représenté l'indice simplifié fourni par le CIRAD. Vous avez en rouge les zones les plus fortement contaminées par le chlordécone, en bleu les zones modérément contaminées par le chlordécone, et en vert les zones où il n'y a pas de contamination estimée. À droite, je vous ai proposé les résultats du modèle de Bissag, York et Mollier, où nous avons ajouté uniquement une variable explicative qui est l'indice de contamination par le chlordécone. Donc, je vous ai mis les 5 localisations où nous avons trouvé des résultats significatifs. Donc, l'estomac en population générale avec un risque relatif de 1,29 par rapport pour les zones fortement contaminées par rapport aux zones sans contamination. L'estomac chez les hommes qui a un risque relatif de 1,55 par rapport aux zones sans contamination. La thyroïde chez l'homme avec un risque relatif de 1,63. Le myélome chez la femme avec un risque relatif de 1,26, le col de l'utérus avec un risque relatif de 1,30 et la prostate avec un risque relatif de 1,09. Ensuite, nous nous sommes intéressés à l'indice de défavorisation sociale. À droite, vous avez l'indice de défavorisation sociale avec en rouge les zones les plus défavorisées, en bleu les zones modérément défavorisées et en vert les zones les moins défavorisées. Nous observons que sur le sud de la Basse-Terre, donc la partie en bas à gauche à chaque fois, nous avons des zones qui correspondent avec une forte contamination au chlordécone, mais également ces zones correspondent à des zones de forte défavorisation sociale.
Le lien entre défavorisation sociale et incidence des cancers étant bien documenté, nous avons voulu ajuster le modèle avec l'indice de défavorisation. Et nous obtenons de nouveaux résultats. Ces résultats ne bougent que peu, à vrai dire, mais nous observons quelques changements. L'estomac en population générale et chez l'homme reste significatif. Le myélome chez la femme également reste significatif avec un risque relatif de 1,25 par rapport aux zones non contaminées. Par contre, le col de l'utérus et la thyroïde chez l'homme, bien que nous retrouvons des résultats significatifs, ce sont des résultats qui sont difficiles à interpréter car le modèle bayésien n'a pas convergé, donc nous n'allons pas nous étendre. Et la prostate, nous ne retrouvons plus de résultats significatifs pour la prostate. Cependant, nous pouvons remarquer que le risque relatif de la prostate augmente avec la contamination des sols. Donc, il passe de 1 dans les zones non contaminées à 1,03 dans les zones contaminées de façon modérée et à 1,09 pour les zones de forte contamination. Ces résultats sont des résultats très préliminaires parce qu'ils sont issus et ils ont été réalisés avec un indice de contamination simplifié. Cependant, on peut se rendre compte qu'ils sont assez plausibles. En fonction des différents résultats qu'on a trouvés, l'augmentation modérée du risque de cancer de la prostate avec la contamination de chlordécone est un lien qui est étudié depuis un moment. L'augmentation du risque du cancer de l'estomac avec la contamination par le chlordécone, il y a très certainement une contamination alimentaire, donc le lien avec un cancer digestif est très crédible. C'est une hypothèse qui méritera d'être confirmée par des études ciblées. L'augmentation du risque de myélome multiple avec une contamination par le chlordécone chez la femme, c'est un lien qui est déjà étudié dans une étude myélodome-lymphodome. Et l'amélioration des indices permettra la consolidation des résultats et ou la génération de nouvelles hypothèses. Les perspectives. Le CIRAD travaille à l'amélioration des indices de contamination des sols par le chlordécone, la création d'indices pour d'autres pesticides, la création d'un indice de contamination des eaux potables par les pesticides, et in fine, nous allons faire une analyse spatiale en incluant tous ces indices pour la fin du projet Jessica. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Y a-t-il des questions dans la salle? Non, j'en ai pas. Alors, si, il y en a une qui vient d'arriver, plusieurs qui viennent d'arriver en ligne. Alors, est-ce qu'on est sûr de l'input correspondant à la substance, quantité épandue, concentration initiale? Première partie de la question. Les transferts verticaux ont-ils été intégrés pour prendre en compte les processus de ruissellement et des intercomparaisons de modèles avec Dynamicrop, je ne sais pas si vous connaissez, Dynamicrop ou LCI Pest pourraient être menées pour l'interrogation. Alors, est-ce que vous pouvez repartir du début, s'il vous plaît? Oui. Ouais. Est-ce qu'on est sûr de l'input correspondant à la substance, et notamment la quantité épandue et la concentration initiale? Mais c'est toutes les données de IFI, c'est vraiment que les données de IFI, donc c'est la concentration du produit multipliée par la dose recommandée de produits à affecter à l'hectare. Donc, a priori, c'est les doses recommandées par IFI. Donc, voilà. Et pour ce qui est de la dérive par l'eau et dans le sol par l'eau, je veux dire, qui avait été posé en deuxième question. Non, ce n'est pas simulé parce qu'on est en Guadeloupe sur des sols issus de terres volcaniques relativement stables, avec voilà, une très faible... les sols bougent peu et donc cette lixiviation serait assez peu importante, sauf dans des cas voilà, de processus ou de pluies extrêmes qui ne seront pas modélisés par le modèle pour le moment. Donc voilà pour ce qu'il en est. Et les couches, donc la couche de sol qui est simulée, c'est la couche 0,30.
D'accord, oui, c'est vrai que c'était une précision 0,30 cm. qui n'était pas dans votre présentation. Et donc la dernière partie de la question, c'était des intercomparaisons avec d'autres modèles. Et donc je vois citer Dynamic Crop ou LCI Pest, mais je ne sais pas si vous les connaissez. Ça n'a pas été fait, mais ça pourrait être envisagé. En effet, j'avais pas entendu parler de ces modèles auparavant. Je réagis un peu à la volée. C'est vrai que sur IFI, donc ce qui figure dans IFI, ce sont les doses homologuées. Les doses homologuées, en fait, ce sont les doses maximales utilisables. Donc après, c'est certain que rien n'empêche ensuite de conseiller d'utiliser à moindre dose, mais pour le savoir, ça, il faut aller sur à la pêche aux informations beaucoup plus fines et coûteuses. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, là, c'est les manuels du planteur qui renseignent de ça, et c'est vraiment un très long travail. Alors j'ai une autre question en ligne, je poursuis. J'aurais aimé plus d'informations concernant l'affectation des itinéraires techniques au niveau des parcelles. Est-ce que certains itinéraires sont spécifiques à certaines zones parcelles, ou bien c'est une pratique moyenne appliquée à toutes les parcelles de la région pour une culture donnée? Voilà, c'est exactement ça, ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas de spatialisation des itinéraires, c'est des pratiques moyennes pour le territoire guadeloupéen. Cependant, on aimerait, enfin, en tout cas moi à titre personnel, j'aimerais bien pouvoir rajouter une spatialisation de ces itinéraires. En effet, il apparaît que ce serait relativement important, ne serait-ce que pour les principales cultures, la canne à sucre, la banane. Pour la canne à sucre en grande terre et en basse terre, on a des conditions environnementales complètement différentes, avec une grande terre très sèche, où il pleut très peu et avec des sols très différents de ceux de la basse terre où donc là il pleut beaucoup plus, et donc ça va amener des différences notamment dans les substances actives qui sont choisies, parce que c'est pas les mêmes herbes qu'on va traiter. Pareil en banane, il y a un gradient altitudinal, donc en montagne et en plaine on va pas traiter de la même façon parce que la cercosporiose est plus virulente en haute montagne. Et on a par exemple un enherbement qui est moins virulent, lui, en haute montagne, comparé à la plaine, pour la banane en tout cas. Et il faut aussi noter que pour le maraîchage, il est très compliqué d'estimer des pratiques, car c'est un milieu qui est très très peu encadré en Guadeloupe, avec des pratiques un peu comment dire, non déclarées, plus sauvages, ouais, voilà, disons ça, et surtout des problématiques d'enherbement et d'invasion des pestes des cultures qui sont bien plus problématiques qu'en métropole du fait du climat plus chaud et humide de la Guadeloupe. D'accord, et puis je signale que donc, une personne a aimablement mis en ligne les liens vers ces deux modèles, donc Pest LCI et Dynamic Crop, si vous voudrez les récupérer sur le chat. Merci. Est-ce qu'il y a d'ultimes questions? Et si ce n'est pas le cas, donc on va pouvoir partir en pause pour 10-15 minutes. On fait une reprise à 16h, c'est ça? Eh bien, merci à l'ensemble des intervenants de cette session, et puis bonne pause.